Étant donné les polémiques autour de George Agamben et de ce qu'il dit à propos de la pandémie et de nos réactions à politique, économique et d'autres à la pandémie, il est peut-être temps, disons, d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'il veut dire. Pour cela, comme une porte d'entrée possible parmi d'autres, on pourra passer par un de ses poèmes, de ses compositions poétiques. Il y en a deux écrites pendant la pandémie. Cela pourrait être conçu comme un condensé de termes clés pour comprendre un peu les inquiétudes philosophiques, politiques qui animent, qui tourmentent la pensée de Giorgio Agamben. Déjà, il y a plus d'un an, il a écrit cette composition poétique, ce poème. On pourra commencer par le lire et après essayer de l'analyser, décortiquer un petit peu. Il y a une réitération de l'abolition. On a aboli, on a aboli, on a aboli. Il le dit, il le répète. Donc ça commence par l'abolition de l'amour. On a aboli l'amour au nom de la santé. Puis, on abolira la santé. On a aboli la liberté au nom de la médecine. Puis, on abolira la médecine. On a aboli Dieu au nom de la raison. Puis, on abolira la raison. On abolit l'homme au nom de la vie. Puis, on abolira la vie. On a aboli la vérité au nom de l'information, mais on n'abolira pas l'information. On a aboli la Constitution au nom de l'urgence, mais on n'abolira pas l'urgence. Voici cette composition poétique, ce poème, lequel nous intrigue, peut nous faire poser la question du recours à une composition poétique faite par un philosophe. Disons, qu'est-ce que mène un philosophe à écrire des vers? On pourrait penser que Agamben qu'il aurait des prétentions poétiques. Peut-être qu'il ne s'agit pas de cela. Peut-être qu'Agamben n'est pas en train de vouloir devenir poète. Disons, peut-être qu'il a des compositions poétiques gardées quelque part dans un tiroir. On n'en sait rien. Mais en tout cas, reste la question du rapport d'un penseur à la parole poétique. En l'occurrence, quelqu'un qui s'occupe beaucoup d'affaires politiques, de questions politiques, maintenant s'exprime dans un poème. Cela est du moins intriguant. Pourquoi le recours à la poésie et quand il pourrait avoir recours à continuer d'écrire des essais, des articles? Pourquoi la poésie
en temps d'indigence, en temps de crise. Pourquoi écrire de la poésie pendant des guerres, pendant des catastrophes? On pourrait penser que cela est un exercice naïf, inefficace, etc. Quelque chose qui n'a pas lieu d'être, disons-le comme ça. Que la poésie n'a pas de puissance face à face disons, face à la crise dans laquelle nous sommes. Du coup, comme on a vu, comme on a pu entendre, le poème dit une fois et encore, ceci a été aboli, cela a été aboli. On pourrait se demander qu'est-ce qui n'a pas donc alors qu'est-ce qui n'a pas été aboli, qu'est-ce qu'on n'a pas aboli, de quelle abolition s'agit-il? Est-ce qu'il y a un nom pour cet ensemble d'éléments? Il y a comme une liste: l'amour, la santé, la liberté, la médecine, Dieu, la raison, l'homme, la vie, la vérité, l'information, la constitution, l'urgence. Il y a comme une liste. On pourrait penser qu'une liste n'a rien à voir avec la poésie, qui serait contradictoire. Peut-être que Agamben n'est pas en train de vouloir devenir un grand poète, mais en tout cas, il nous donne ici de manière concentrée quelques termes clés qui pourraient servir à faire une espèce de cartographie, à nous orienter dans le brouillard, dans la confusion dans laquelle nos vies sont plongées. Peut-être que cette abolition pourrait être traduite comme l'abolition de notre monde habituel, de notre monde tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant, notre culture si l'on veut, ou nos cultures au pluriel. Il ne s'agit pas seulement d'une culture, ou peut-être qu'il y a là quelque chose de l'ordre de civilisation occidentale dans ces inquiétudes. Déjà avant cette crise, George Agamben s'était occupé de cette histoire d'Occident, culture occidentale. Dans son premier ouvrage, paru déjà il y a quelques décennies, L'homme sans contenu, par exemple, on voit apparaître l'expression de l'agonie de la culture occidentale. On pourrait alors suggérer comme lecture que depuis déjà son œuvre initiale, Agamben a à l'esprit ce que nous pouvons penser avec ses propres mots comme agonie de la culture occidentale. Qu'est-ce alors, comment déterminer cette agonie? Un autre moment, déjà il y a quelques années, quand Agamben s'était interrogé à propos de qu'est-ce qu'un commandement, il avait parlé de notre époque, de notre temps, avec des mots du moins inquiétants. Il avait parlé de désagrégation, de décomposition de toute expérience éthique. Peut-être que ces deux moments, avec des décennies entre les deux, d'agonie de la culture occidentale et de décomposition, désagrégation, de ruine, sfacello, de l'expérience éthique, on pourrait les voir
réapparaître en sourdine en quelque sorte dans cette abolition. Qu'est-ce qui n'est pas en train d'être aboli alors? Une autre réponse possible à, à ce moment de désagrégation, de décomposition de nos vies éthiques et de nos vies politiques, dans un article d'avril de 2020, Gaben avait déjà parlé d'une hypothèse selon laquelle en réalité nous sommes en train de vivre la fin non pas du monde, il ne s'agit pas disons d'une pensée apocalyptique, ni non plus exactement de pessimisme. Non, ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, lequel il dit dans cet article d'avril, le 22 avril 2020, intitulé Nouvelle réflexion, que ce monde qui est en train de finir est celui des démocraties bourgeoises, fondées sur les droits, les parlements et la division des pouvoirs. Donc ces démocraties bourgeoises, fondées sur les droits, le parlement, la division des pouvoirs, sont en train de céder leur place, d'être remplacées par un nouveau despotisme. En Italie, il dit, et on pourrait dire pas seulement en Italie, en France aussi, nous sommes habitués, nous avons l'habitude depuis longtemps à une législation, à une loi qui est faite par décret d'urgence, d'émergence, qui est faite par le pouvoir exécutif, lequel, de cette façon-là, se substitue, remplace le pouvoir législatif et abolit, le mot apparaît, le principe de la division des pouvoirs sur lequel est fondée la démocratie. Donc on voit que ce qui est en train d'être aboli, qui est peut-être en décomposition, et ceci ne date pas d'hier, cela date du moins peut-être des 2 guerres mondiales pour ce qui est de l'Europe. On voit que le nom culture ou Occident ou peut-être démocratie bourgeoise, nos démocraties bourgeoises sont en train un déclin du moins. Donc peut-être que cela peut indiquer un peu qu'est-ce qui est en train d'être aboli. Donc le poème commence par l'abolition de l'amour lui-même. L'amour, cet excès, disons comme ça, par rapport à la dimension purement cognitive de l'être humain. L'amour, qui est l'objet des troubadours, l'objet de la poésie du XIIIe siècle, cette joie infinie, cette joie sans fin, que les troubadours pourraient penser la joie d'amour, est en train d'être abolie. Donc, a déjà été abolie, pour certains du moins. On pourrait s'en réjouir peut-être si cette joie d'amour n'était que de la famille de la mélancolie. Si l'amour n'était que de la famille de la mélancolie, alors la fin de l'amour, l'abolition de l'amour pourrait aller de pair avec une résistance à cette cogitation immodérée, ce produit de la fantaisie, qui est aussi l'amour, du moins dans la poésie des troubadours. Or, l'amour est aussi peut-être ce qu'on doit à l'autre en termes de secours, d'aide. Alors, c'est inquiétant de penser que le tissu social, familial, des relations amoureuses est en train d'être déchiré. Cela au nom de la santé. Donc,
tout le poème s'articule comme ça, ceci au nom de cela, ceci au nom de cela, et puis à la fin, il y a deux de ces éléments qui ne sont pas abolis, l'information et l'urgence. Du coup, l'information et l'urgence, ici peut-être à mettre en comparaison dans ces ressemblances avec l'exception, qu'est-ce qu'un état d'exception, et avec comment on peut les articuler. Et alors, dès le départ, on voit en quelque sorte que la valeur des valeurs est en train de devenir la santé. On pourrait alors penser que, comme Agamben dit, en quelque sorte, nous ne croyons plus en rien. Maintenant, on ne croit en quelque sorte qu'à la santé, et du coup à la maladie aussi. En quelque sorte, la santé est en train de devenir la valeur des valeurs, au-dessus même de la liberté, de la joie, de l'amour, d'autres choses. Ce qui est en même temps ironique, c'est que ce qui est une justification pour abolir une autre chose, par exemple la santé comme justification pour abolir l'amour, est aussi aboli. Donc il y a une espèce d'instabilité dans ces valeurs, dans ces justifications. On pourrait aussi penser que l'abolition est différente d'une restriction. On pourrait penser en quelque sorte qu'il pourrait s'agir d'une suspension de ceci, une suspension temporaire. Or, le verbe abolir est plus fort que simplement suspendre. Donc, il ne s'agit pas seulement de suspendre temporairement, mais de quelque chose qui est plus grave, plus profonde que une simple suspension qui serait déjà inquiétante. L'amour qui est aussi fort que la mort, selon le cantique des cantiques. Donc, si l'amour qui est aussi fort que la mort est aboli, alors, en quelque sorte, nous pourrions penser que nous sommes livrés seulement à la mort. Donc, il ne s'agit peut-être pas seulement, disons, à la manière kantienne, de restreindre la place donnée au savoir au nom de la foi, en enquêtant quelle est la possibilité d'une métaphysique aujourd'hui. Il s'agit de quelque chose peut-être de plus destructif. Une suspension après laquelle il n'y aura pas un renouvellement. Donc, l'inquiétude agambénienne ici pourrait être celle de se demander si nous voulons faire de la santé la valeur des valeurs, la valeur première et ultime de nos vies, ou s'il y a quelque chose d'autre pour mettre en parallèle ou plus qu'en parallèle. On a aboli la liberté au nom de la médecine, puis on abolira la médecine. À nouveau, le même schéma de répétition, le recours peut-être premier de la poésie à la répétition. On voit apparaître santé puis médecine. On pourrait penser donc que c'est une variation d'une même inquiétude. La santé a aboli l'amour, en quelque sorte la médecine, étant donné qu'elle est de la famille de la santé, elle abolit la liberté. On voit alors évidemment que l'amour et la liberté
devrait, disons, si jamais Agamben était préoccupé avec une éthique du devoir, ce qui n'est pas le cas, l'amour et la liberté devraient être supérieurs à la santé et la médecine. Donc, qu'est-ce qu'une liberté autorisée? Dernièrement, Agamben insiste sur ce problème d'une liberté autorisée par rapport au certificat de santé, au certificat de vaccination, pardon, qu'en Italie parfois est dit avec l'expression anglaise Green Pass, le passeport vaccinal, le laissez-passer de la vaccination. Donc, qu'est-ce qu'une liberté? Qu'une liberté autorisée du point de vue juridique et aussi morale et politique. En quelque sorte, c'est comme si cette autorisation était une manière d'absorber la liberté bureaucratiquement, comme si en quelque sorte le droit administratif était en train de devenir le droit des droits, en train de s'accaparer de tous les droits. Comme si c'était le code premier était un code bureaucratique qui donne son autorisation à tous les autres codes. Donc la liberté est celle, disons, des citoyens, des individus, mais on pourrait aussi se demander quelle est la liberté, non pas seulement de chacun de nous individuellement et en communauté, les uns avec les autres, mais aussi quelle est la liberté des politiciens, quelle est la liberté des gouvernements. On pourrait penser, ici c'est un des noyaux du problème, est-ce que les politiciens, les gouvernements peuvent agir autrement? Donc il ne s'agit pas seulement de la liberté de ceux qui sont face à la politique sans se sentir des fois à l'intérieur, il s'agit aussi comment agir à l'intérieur de la politique. Par moment, Agamben va dans la direction d'une impossibilité de ces gouvernements si démocratiques ou déjà plus démocratiques. Il va dans la direction d'une impossibilité d'agir autrement. Dans un article du 23 novembre 2020, Agamben écrit que les puissances qui gouvernent le monde ont considéré qu'elles devaient avoir recours à des mesures et à des dispositifs aussi extrêmes que la biosécurité et la terreur sanitaire, et que si cela est arrivé, si ces puissances qui gouvernent le monde ont instauré partout et sans réserve ces mesures-là, mais lesquelles courent le risque d'échapper de leurs mains, d'être contrôlées, alors c'est parce que ces gouvernements, ces puissances qui gouvernent le monde, de toute évidence, craignaient ne plus avoir un autre choix pour survivre. Donc, on a ici une indication d'une impossibilité de faire autrement pour survivre. La survie ici, la survie de ces puissances qui gouvernent le monde. Il ne s'agit pas de complotisme, comme certains pensent. Il ne s'agit pas de conspiration. Il s'agit d'essayer d'analyser une impasse. En quelque sorte, il y a en même temps une espèce d'arbitraire
et de nécessité dans les choix faits par les gouvernements à propos des mesures pendant la pandémie. D'ailleurs, en parlant de arbitraire de nécessité, c'est exactement le titre d'un texte du 12 février 2020 où Giorgio Agamben écrit que l'époque que nous sommes en train de vivre est celle celle où l'illégitimité des pouvoirs qui gouvernent la Terre apparaît pleinement, vient à la surface, in piena luce, apparaît à la lumière. Donc, cette époque que nous sommes en train de vivre, à cette époque-là, apparaît l'illégitimité des pouvoirs. Puisque ces pouvoirs qui gouvernent le monde, qui gouvernent la Terre, ont perdu toute possibilité de se constituer, de se configurer dans un ordre symbolique reconnaissable, et à cause de cela, sont obligés de suspendre la loi et les principes constitutionnels qui pourraient définir cette loi, ces principes. Donc, en quelque sorte, ces mesures-là sont une espèce selon Agamben, d'essai face au déclin de la démocratie bourgeoise fondée sur la séparation des pouvoirs. C'est un excès in extremis, ne pas complètement perdre le pouvoir. Donc c'est une interprétation qui nous laisse non pas devant quelque chose de complotiste, mais nous questionne à propos des mesures que les politiciens, que les gouvernements utilisent et dans quel but. Il ne s'agit pas seulement de gouverner vers le bien public, si l'on veut, mais de garder le pouvoir lui-même. Donc, ceci n'est pas paranoïaque, c'est peut-être la mentalité de rester au pouvoir coûte que coûte qui est paranoïaque. Donc cette substitution du pouvoir législatif par le pouvoir exécutif, en quelque sorte, déchire la possibilité d'une démocratie telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Ainsi, on peut voir qu'il y a une emprise médicale de la politique. Médicalisation, on pourrait dire. J'essaie de trouver un concept qui pourrait rendre compte de ce qui se passe. Qu'est-ce alors une médicalisation de la politique? On pourrait aussi s'interroger sur la maladie propre à la médecine. Donc, la médecine elle-même pourrait souffrir en tant que science de ses propres maladies. L'ironie de l'être humain, de sa rationalité, c'est que en même temps qu'on essaie de résoudre un problème, on en crée un autre. Donc, la rationalité humaine, en même temps qu'elle essaie d'être une sorte, disons, d'antidote, peut s'avérer aussi, au bout des comptes, comme un poison. Est-ce qu'on veut
laisser les décisions qui sont des décisions politiques, des décisions morales et politiques dans les mains des groupes de spécialistes. Donc il y a ici une interrogation à propos de la place du spécialiste dans un domaine qui n'est pas le sien. Quelle autorité pourrait-il avoir un scientifique dans un domaine qui n'est pas strictement scientifique? Non pas pour dire que la politique ne devrait pas prendre en compte des résultats de la science, mais à la rigueur, les décisions politiques en tant que décisions humaines ne sont pas scientifiques. Dans l'article déjà, dans l'article manière de dire, dans le petit texte du 22 avril 2020, George Agamben avait déjà parlé de ce problème. Il disait qu'il est toujours dangereux de confier aux médecins et aux scientifiques des décisions qu'en dernière analyse sont des décisions éthiques et politiques. Il a établi une analogie avec la religion. Il y aurait donc à notre époque deux religions qui remplacent cette abolition de Dieu, cette mort de Dieu si l'on veut, la religion de l'argent et la religion de la science. Ce qui n'est pas une déclaration d'obscurantisme de la part de Giorgio Agamben. C'est seulement une résistance à notre idolâtrie moderne, contemporaine de la science, sans faire la distinction entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Il est donc toujours dangereux, dit-il, de délivrer les décisions politiques et éthiques à des médecins, à des scientifiques. Il dit l'analogie avec la religion doit être prise à la lettre. Les théologiens déclaraient ne pas pouvoir définir avec clarté qu'est-ce que Dieu. Mais au nom de Dieu, ils dictaient aux hommes des règles de conduite, des manières de vivre. Et ils n'hésitaient pas à brûler les hérétiques. L'analogie, donc, les virologues, les épidémiologues, les scientifiques, les virologues admettent ne pas savoir exactement qu'est-ce qu'un virus. Mais au nom du virus, ils prétendent décider comment doivent vivre les êtres humains. Donc, il s'agit alors, comme on voit, on le savait déjà, mais peut-être qu'il faut le dire comme ça, il s'agit de comment doivent vivre les hommes. Cette décision n'est pas une décision strictement scientifique, non pas pour tomber dans l'obscurantisme, insistons sur cela, mais pour essayer de distinguer que l'éthique n'est pas une affaire strictement scientifique, ni non plus la politique. Donc cette tension-là ne peut pas être résolue seulement scientifiquement. En quelque sorte, cela n'est pas du domaine scientifique. Ça serait une manière d'excéder son champ, son domaine de savoir. Si le scientifique voudrait prendre des décisions sur ce qu'est la justice, ce qu'on doit faire. Déjà avant cette crise, un petit peu avant, le 18 novembre 2019, Agamben avait parlé de fonction eschatologique, cette fonction eschatologique, l'Église a laissé tomber, et laquelle a été assumée par les scientifiques, lesquels se présentent toujours plus fréquemment comme des prophètes. Ceci a été écrit avant la pandémie. Comme toute religion, la religion de la science aussi
elle ne pouvait pas ne pas en avoir d'eschatologie, c'est-à-dire un dispositif qui maintient les fidèles dans la peur, qui renforce leur foi et en même temps euh, assure, peut assurer le domaine, la domination de la classe sacerdotale. Donc ceci date d'avant la pandémie, cette inquiétude était déjà là dans son esprit, dans l'esprit d'Agamben, avant même les premiers mois de 2020. Donc en quelque sorte, on pourrait aujourd'hui mettre à côté de la religion de la science, la religion aussi, non seulement de l'argent, mais des médias, en quelque sorte, Agamben, de manière très polémique, très provocatrice, essaie de nous rappeler que la science alors n'est pas seulement une question de consolation, ne fait que nous rassurer, elle peut aussi contribuer à la peur, à la panique dans laquelle peut-être nous vivons. Donc, une espèce de masque, disons comme ça, scientifique. On essaie de masquer scientifiquement des décisions qui ne le sont pas. Comme si, par justification scientifique, on acceptait quelque chose qu'autrement on ne pourrait pas accepter. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut être attentif à ce qui se passe dans le domaine scientifique, non pas pour, disons, mettre de côté la science, ce n'est pas l'intention, mais pour ne pas non plus la laisser être le domaine absolu, total de notre vie. Donc, je crois qu'on pourrait essayer de lire l'inquiétude de George Agamben, non pas comme une espèce de envie d'abolir la science, il ne s'agit pas de cela, mais de ne pas laisser la science être, disons, se prendre par un Dieu omnipuissant. Donc il s'agit plutôt de cela, à mon avis. Qui a déjà été très inquiet avec cela a été un autre penseur italien, un poète, un traducteur. On pourrait essayer de partager quelques-unes de ses inquiétudes. Je pense à Guido Ceronetti, le poète traducteur italien, mort récemment, qui a écrit un livre bizarre, étrange, intitulé Le silence du corps, dont le sous-titre a été Matériaux pour l'étude de la médecine. Il y écrit que nous cherchons désespérément chez le médecin, dans la figure du médecin, le chaman, ou alors le sacerdoce, le prêtre. En quelque sorte, nous cherchons dans cette figure du médecin quelque chose de chamanique, quelque chose de l'ordre religieux. Donc ceci a été écrit bien avant la pandémie. Le livre date de 1979. Découvrir, écrit Ceronetti, découvrir que le médecin n'est pas un Dieu, cela fait souffrir. Donc en quelque sorte, nous avons des difficultés pour renoncer à l'idée selon laquelle il y a un Dieu qui guérit. Et nous voulons que la figure du médecin soit la figure d'un sauveur. Et cela fait souffrir, renoncer à cette idée d'un Dieu et même d'un médecin qui guérit.
Donc, quelles sont en quelque sorte nos attentes vis-à-vis de la médecine, quelles sont nos attentes vis-à-vis du médecin. Il ne s'agit pas de dire à bas la médecine, il ne s'agit évidemment pas de cela, mais d'une interrogation de notre rapport à la médecine, de nos attentes de la médecine en tant que science, laquelle est d'ailleurs hautement problématique, non pas pour nier qu'il y a de la méthodologie scientifique dans la recherche médicale, bien sûr qu'il en a, mais la science n'est pas la science, il y a les sciences au pluriel, et dans le cas médical, l'exercice n'est pas seulement scientifique, il y a des éléments empiriques tels qu'on ne peut pas mettre la science médicale dans le même panneau que la physique ou la mathématique. Donc, quand on fait appel à la science, déjà, cela est douteux. Et il s'agit de questionner le rôle de la science dans nos vies. Non pas simplement de jeter à la poubelle la science ou la médecine. Donc, est-ce que nous attendons du médecin qu'il guérisse tout? Quels sont nos espoirs, nos désirs profonds? Guido Ceronetti va jusqu'à dire que la médecine est fille de la malédiction, aussi noble soit-elle. Pourquoi? La recherche médicale, alors, en tant que fille de la malédiction, est fille de l'expérimentation sur des êtres vivants. Du coup, pour Guido Ceronetti, cette marque, ce sceau de la malédiction ne peut pas être enlevé à la recherche médicale. La recherche médicale est faite sur des êtres vivants. Pensons à cela. Quel est notre rapport à cette expérimentation? De manière assez ironique, Guido Ceronetti arrive à être encore plus ironique, même sarcastique que Giorgio Agamben. Lui peut-être est un vrai pessimiste, je ne sais pas. Agamben peut-être pas. Et Ceronetti dit que lorsque la maladie mortelle arrive, le problème alors est celui de comment résister. Si on s'arrêtait là, alors ce serait comment résister à la maladie mortelle. On pourrait aussi poser la question à propos de la maladie, même quand elle n'est pas mortelle. Mais alors, il ne s'agit pas seulement comment résister à la maladie, il ne s'agit pas seulement de comment résister à la maladie mortelle. Il dit comment résister, comment se soustraire sans trop de martyrs, sans trop de supplices, martyrs naturels, à la cure, au traitement. Ce qui est assez ironique. Donc il ne s'agit pas seulement de comment résister à la maladie, mais aussi comment résister au traitement de la maladie. Ce n'est pas évident comme question. Peut-être qu'il faut se la poser. Le bon médecin, dit Ceronetti, ne doit pas s'arrêter à la conception selon laquelle le bien est la vie et la santé. Il ne doit pas s'arrêter à la conception du bien en tant que vie et en tant que santé, et à la conception contraire, à la conception du mal en tant que mort et maladie. Donc, le bon médecin ne s'arrête pas à cela. La vie et la santé sont en bien, comme ça de manière claire et nette. La mort et la maladie sont en mal. Il écrit que dans cet horizon trop professionnel, la vie morale du médecin
s'étouffe, elle reste étouffée. Il y en a un étouffement si on fait la séparation claire et nette de la maladie comme un mal et de la vie comme un bien. Peut-être que les choses ne sont pas si claires. Ceronetti écrit qu'il y a une chose qui l'horrorise, qui le terrifie, qui le décourage, sgomenta, quelque chose le décourage. Qu'est-ce que c'est? Il écrit la passivité des corps, la passivité de nos vies malheureuses, de nos corps mortels, sous l'emprise, sous la domination de sa volonté. Sa volonté, est une référence ici à la médecine. Donc il y a une passivité des corps mortels, une vie malheureuse, sous la sphère, sur l'emprise du vouloir médical. Cela le décourage, c'est-à-dire son omnipuissance jamais assouvie. Son omnipuissance, sa toute-puissance, c'est-à-dire la toute-puissance de la médecine. Donc cela l'horrifie, le terrifie. Son vouloir faire avec nous tout ce qu'elle aurait décidé de faire avec nous pour notre bien. Donc il y a une chose qui décourage Ceronetti, qui le terrifie, la toute-puissance jamais assouvie de la médecine, et son envie, sa volonté de faire avec nous tout ce qu'elle décide de faire pour notre bien. Il souligne pour notre bien. Une telle médecine, une médecine comme celle-là, nous gouverne, dit-il, sur presque toute la terre. Donc avant même les années 80, à la fin des années 70, Guido Ceronetti avait déjà vu que cette médecine que veut faire tout ce qu'elle veut avec nous a été déjà en train de gouverner presque toute la terre. N'importe quel médecin aujourd'hui est un géant, il est armé, devant lequel, écrit Ceronetti, notre petit corps, désemparé, sans défense, est impuissant pour lutter. Notre corps alors, devant cette figure du médecin qui est comme s'il était armé, ne conçoit même pas un tout petit peu de résistance, un tout petit peu de insoumission, laquelle lui peut être utile ou même bénéfique, ou alors posséder une signification éthique, une énergie qui guérit. Donc il ne s'agit pas de nier les avancements, le développement de la médecine moderne. Il est bon d'insister sur cet aspect, autant chez Ceronetti qu'Agamben, mais notre vie humaine n'est pas une vie chimique. Il s'agit de distinguer notre vie biologique, notre vie chimique, d'une vie humaine, et ne pas les identifier. La vie du corps est une abstraction. On a une espèce d'idolâtrie du corps en pensant que le corps est une concrétude, et ce n'est pas le cas. Notre humanité n'est pas la vie du corps. Non pas pour calomnier le corps, non pas pour vouloir en quelque sorte dénigrer notre vie corporelle. Ce n'est pas un mépris du corps, mais une résistance au contraire de ce mépris. Donc il y a une signification éthique à être un tout petit peu insoumis à la médecine, à ne pas se délivrer complètement à la vie médicale. Non, il est difficile de tracer une frontière.
Donc il y a une signification éthique dans cette insoumission, renitenza, une petite résistance à tout ce que les médecins disent, veulent faire avec notre corps. Et on pourrait y trouver une énergie qui guérit, peut-être, selon Ceronetti. Ceronetti, dans son ironie, parle même de la maladie fondamentale de la médecine. La médecine, il écrit, n'a pas encore trouvé la manière d'intégrer hubris, d'inclure la démesure, d'annexer à elle sa propre immodération. Et cela, dit-il, est sa maladie fondamentale, sa faute, sa culpabilité de puissance, laquelle refuse la limite. Donc il a un refus de la limite. La culpabilité, la faute de cette puissance médicale, chimique entre autres, scientifique entre autres, technique entre autres, et sa maladie fondamentale, c'est son excès, sa démesure, son immodération. Et par exemple, pensons à ce qu'en français on appelle l'acharnement thérapeutique. Mais ce n'est pas seulement cela, mais cela est déjà inquiétant. Donc, à la fin des années 70, Ceronetti dit que la médecine est à un pas de distance de devenir l'arbitre, devenir le juge absolu de la vie et de la mort. Toutes les législations sur Terre sont en train de s'adapter à la médecine, il écrit. L'idole commande, il donne les ordres. Et il veut être servi. Il doit être servi immédiatement. Donc, avec son œil critique, Ceronetti avait déjà vu cette expansion immodérée, excessive de la médecine dans tous les terrains, dans tous les domaines, y compris la législation. Donc, cela vaut la peine de réfléchir alors à une espèce de médicalisation du droit. On a donc aboli la liberté au nom de la médecine, ironie d'Agamben, puis on abolira la médecine. On a aboli Dieu au nom de la raison, donc on s'attendait à que raison soit ici peut-être le nom de la vérité, mais plus bas, Agamben va écrire on a aboli la vérité au nom de l'information. Donc, on a aboli Dieu au nom de la raison. Raison finalement n'est pas équivalent strict de vérité. Et en plus, comme cela n'était déjà pas assez, on a aboli la vérité au nom de l'information. Donc raison, peut-être c'est ici un symbole de notre rationalité humaine, surtout moderne, technico-scientifique. Peut-être. En quelque sorte, là où l'on voit une société moderne avec médecine moderne, sciences modernes, techniques modernes, on voit reculer la religiosité. Donc cette mort de Dieu, cette abolition de Dieu, est déjà une thématique qui était déjà là avant même Agamben. Donc on a aboli l'homme au nom de la vie. Donc cet homme qui est l'homme libre, on a aboli la liberté, et peut-être celui qui participe à la vie politique, à la police. On a aboli l'homme au nom de la vie. Donc l'homme libre est réduit à l'homme biologique, c'est-à-dire la vie en tant que vie qui cherche qu'est-ce qu'une vie bonne,
qui cherche qu'est-ce qu'une vie juste a été réduite à la survie, à la vie nue, à la simple existence, à la vie biologique, laquelle est une abstraction. Donc la science, que ce soit la médecine, la chimie ou la biologie, ne s'occupe pas de ce qui est singulier, concret, qui est vécu. Il ne s'agit pas de notre corps vécu, mais d'un corps anatomique analysé. Donc l'homme réduit à sa vie est un homme qui n'a pas de qualité en quelque sorte. C'est un homme sans qualité si l'on veut. D'homme. En quelque sorte, l'homme n'a pas de détermination. Agamben le dit à plusieurs reprises. Il est cette figure qu'en quelque sorte, selon Agamben, peut-être n'aurait pas d'essence ou de substance. Un être désœuvré, un être qui n'a pas de finalité propre, qui n'a pas de tâche ou de mission propre. Agamben, plusieurs reprises, va dans cette direction, avec tout le risque qu'il y a en enlevant toute finalité à l'homme, on enlève le sens et on laisse l'homme abandonné à une sorte de nihilisme où il n'y a pas d'orientation. Mais en même temps, ici, l'homme a été aboli et on voit que l'amour, la liberté, la vie qui n'est pas la vie simplement biologique, sont peut-être des critères de notre humanité. Donc en quelque sorte, même si l'homme est cet animal que la nature n'a pas fini, comme Nietzsche le pense, même si l'homme n'a pas, selon Agamben, en récupérant Aristote, n'a pas une tâche qui lui soit propre, n'a pas une finalité, cela est hautement discutable. Même avec ces réserves-là, Agamben présente l'amour, la liberté, comme la vie qui ne soit pas une vie biologique, comme des déterminations de notre humanité en quelque sorte. Donc, la tension propre alors à la pensée d'Agamben est celle entre une indétermination de l'humain. L'humain est toujours à décider, mais l'humain n'est pas strictement animal. Donc il y a une tension propre à penser l'humain non pas comme strictement animal, mais en même temps indéterminé. Donc la médecine ne s'occupe pas de notre humanité. Est-ce que la politique s'occupe de notre humanité? Est-ce que c'est l'éthique qui s'occupe de notre humanité? Point d'interrogation. On a aboli la vérité au nom de l'information, mais on n'abolira pas l'information. Ceci est un de ces moments presque tragiques. Quelque chose qui interrompt la vérité, mais qui n'est pas interrompu. C'est peut-être notre vie médiatique. La science, à vrai dire, aussi bizarre que cela puisse paraître, que ça puisse sonner, la science moderne, à vrai dire, ne s'occupe pas de vérité. Il s'agit d'un calcul probabilistique. Donc, peut-être d'un calcul étant donné telle et telle condition, ces conditions sont réunies, il y a telle ou telle probabilité qu'il y ait ces effets-là, ces conséquences-là. Donc peut-être que cela n'est pas le nom de la vérité. Éventuellement d'une certitude, je ne sais pas, mais en tout cas, aussi bizarre que cela puisse paraître, la science ne s'occupe pas de vérité. La connaissance scientifique est probabilistique. Une autre chose importante à souligner, une des confusions dans lesquelles nous sommes par rapport à la science et les sciences, et au concept de vérité à l'intérieur de la science. Une autre confusion dans laquelle nous sommes, assez grave, conceptuelle, est la confusion entre
le fait et la vérité, ou entre les chiffres et la vérité. Le sens de notre vie humaine n'est pas à dire tel ou tel chiffre. Non pas pour dire que les chiffres sont faux, mais il ne s'agit pas seulement de il y a 1000 ou 2000 ou 2 millions de morts, par exemple. Aujourd'hui, telle quantité de personnes est morte. Euh, ces personnes-là sont mortes. Euh, Aussi brutal que ça puisse être, cela n'est pas encore un sens. Cela n'est pas encore une vérité pour notre vie. Donc il y a une certaine idolâtrie des chiffres. Il y a une certaine idolâtrie des faits. Le fait, comme on peut l'entendre dans la langue française, est de l'ordre du verbe faire. C'est ce qui a été fait. Donc le fait ou le fait a un rapport avec ce qui est fait, du verbe faire. Donc il faut faire très attention à ne pas mélanger le fait avec le sens, ou le fait avec une vérité qui soit pour nous humaine. L'information journalistique, en s'occupant des faits, pourrait prétendre qu'elle s'occupe aussi des faits de la même manière que la science. Alors qu'est-ce qu'on fait pour l'information journalistique, qu'est-ce qu'on fait pour la science, et qu'est-ce que cela par rapport à la vérité de nos vies, de nos existences humaines. Donc il y a un bombardement quotidien des chiffres, et non seulement par rapport à la pandémie, cela a été déjà le cas avant, mais le sens de notre vie n'est pas une question de fait ni de chiffres. La vie n'est pas un fait. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la mort n'est pas un fait. Dans un certain sens, ce qui est en cause dans la vie et dans la mort n'est pas une question factuelle. Ce qui est en cause, ce n'est pas seulement combien de milliers ou même de millions de morts, non pas pour mettre cela de côté, bien sûr qu'il faut arriver à des chiffres exacts, mais pas que cela. Donc, et l'interprétation des faits n'est pas elle-même scientifique. L'interprétation des chiffres n'est pas elle-même scientifique. Donc il y a un élément déjà moral, philosophique, herméneutique par rapport au fait et par rapport à ce qui sont les informations bien établies. Du coup, il y a un problème à comprendre qu'est-ce qu'un jugement de fait, autant par rapport aux chiffres, aux faits et à l'information et à la science, mais aussi un jugement de valeur. Notre vie humaine a trait autant au fait, au plus encore, a trait à la valeur, et non pas seulement à l'exactitude des chiffres. Donc cela est assez important. La politique n'est pas seulement une affaire de faits, n'est pas seulement une affaire de chiffres. Non pas que les chiffres puissent être faux, non pas que les faits puissent être faux, ce n'est pas cela. Mais ne restons pas à cela. Donc, il est assez important de comprendre qu'il y a un aspect d'interprétation en politique, en science, dans notre vie, qui n'est pas scientifique. Donc, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'accès à l'information dans certains pays que cela fait de nous des personnes bien éduquées, bien élevées ou éduquées ou intelligentes du point de vue éducatif. Donc, ne pas confondre l'accès à l'information avec la capacité de juger, la faculté de juger. Le discernement n'est pas équivalent à l'accès à l'information. On peut accéder à des milliers et des milliers d'informations sans arriver à faire une unité et à donner sens à ce qu'on reçoit. Donc, je crois que cela est important. Et dans cette liste, disons, dans ce poème, cela est en concentré.
On a aboli la Constitution au nom de l'urgence. Donc, ici, le problème est, entre autres, le problème de prendre l'urgence en tant qu'exception, un état d'exception, non seulement comme quelque chose qui va être seulement provisoire, mais quelque chose qui est naturel. Donc, à nouveau, revient le problème de la liberté. C'est-à-dire, le naturel ici pourrait être compris comme il est naturel que cette mesure soit prise, et non pas seulement naturel, mais nécessaire. Donc, en quelque sorte, l'état d'exception se confond avec un état d'urgence dans la mesure où on naturalise des mesures arbitraires, ou du moins issues de la volonté humaine. Du coup, cette pandémie nous oblige en quelque sorte à poser la question non seulement qu'est-ce que l'homme, mais aussi euh, euh, à quel point nous sommes ou pas dispo, dis, disponibles, peut-être c'est le mot, euh, pour renoncer à l'idée de volonté, libre arbitre. Giorgio Agamben n'est pas exactement penseur de la liberté, mais en même temps, on ne peut pas ne pas euh, reconnaître que cela est en cause aujourd'hui. On peut, à partir d'Agamben, essayer de critiquer l'idée de volonté, toute une généalogie de la volonté qu'on peut faire avec lui, mais cela n'implique pas que peut-être aujourd'hui on puisse complètement mettre de côté l'idée de liberté et de libre arbitre. Peut-être que c'est un des chemins critiques envers Giorgio Agamben, et que lui-même utilise l'idée de liberté à plusieurs reprises. Peut-être pas de volonté de libre arbitre, mais du moins de liberté. Donc, qu'est-ce que c'est que cette abolition de la Constitution? Elle tombe en quelque sorte dans un décisionnisme constant. Le souverain, en tant que celui qui décide sur l'exception, s'il est en train de décider tout le temps, en quelque sorte, lui-même n'est plus déjà souverain. Donc, qui est cette souverain-là aujourd'hui? En quelque sorte, si on décide aujourd'hui une chose, demain une autre, dans 15 jours une autre, toute la problématique de la loi est celle aussi de la stabilité de la loi. Une loi qui est constamment altérée devient une loi incertaine, et par là, on ne peut pas avoir le même rapport à une loi qui peut changer qu'une loi qui est stable. En quelque sorte, c'est comme si on était en train d'être entraîné dans nos habitudes à vivre de manière illégale. Un décret n'est pas exactement une loi. Si on gouverne par décret, à quoi sert alors un parlement et un pouvoir législatif? Donc, si constamment les lois sont des décrets qui ont des forces de loi sans avoir été légitimés par un parlement, si le parlement n'est là que pour corroborer les décrets, notre rapport à la loi ne peut pas être le même dans ces circonstances-là. Donc c'est une des inquiétudes qui est en cause ici, est celle de notre rapport à la loi, si la loi est constamment en train d'être altérée. Quel est le respect d'une constitution et quelle est la possibilité de changer cette constitution? C'est un des problèmes qui est en cause. Donc, dans un entretien, un rapport avec un peu tout ce qu'on vient de voir, comme il a déjà été dit, notre société dit à Agamben, un entretien de mars 2020, 28 mars 2020, notre société ne croit plus à rien d'autre qu'à la vie nue. La vie nue n'est pas quelque chose qui unit les hommes, mais plutôt les aveugle et les sépare. Qu'est-ce qu'une société qui ne croit
qu'à la simple, que ne croit rien d'autre qu'à la survie. Donc, que reste-t-il quand il ne reste plus rien, peut-être pourrait-on demander. Donc, il reste la langue. Réponse, d'ailleurs, que Hannah Arendt a donnée. En quelque sorte, quand il ne reste plus rien, il reste encore la langue. Et cela nous fait revenir à la question de pourquoi un penseur utilise une composition littéraire, poétique, pour donner forme à sa pensée. Quelle est alors la valeur d'un poème quand tout est en train de brûler? Quand la maison est en train de brûler, quand le monde est en train de... le monde tel que nous connaissons est en train de s'émietter. Peut-être qu'un poème écrit quand tout est en train de s'émietter a encore plus de valeur. En quelque sorte, la poésie est une forme de langage désinstrumentalisée. Quand on écrit un poème, ou quand on lit un poème, on est confronté à la langue en tant que langue, et non pas seulement en tant que communication d'une information, d'un message. Dans ce sens-là, il y a quelque chose dans la poésie qui nous oblige à ne pas voir la langue seulement comme un instrument. En même temps, on pourrait penser, voilà la tension peut-être en termes de cette démarche et de ce poème, on pourrait penser que cette poésie est programmatique, une poésie d'intervention, est une poésie engagée. En quelque sorte, Agamben nous oblige à poser la question de la relation entre la pensée et la poésie, et de la poésie et la pensée avec la politique en tant qu'engagement, ou en tant que programme. Une œuvre d'art ou une œuvre poétique qui ne soit qu'une réalisation d'un programme religieux, politique ou autre, en tant qu'art, pourrait en quelque sorte être dénigré, ne pas avoir de valeur. Si le poème est seulement au service d'un message religieux, d'une doctrine quelconque, ou n'est que la réalisation d'un programme de gauche, de droite, quelconque, alors en tant que poème, il n'aurait peut-être pas de valeur. Donc en quelque sorte, Gamben, ayant recours à la poésie, nous oblige à poser ces questions-là. La poésie peut-être, elle va plus loin, au sens où elle touche peut-être à l'irrationalité que l'argumentation philosophique ne pourrait pas. En quelque sorte, c'est un recours rhétorique qui arrive à toucher ce qui en nous est de l'ordre du mythique. Et que la sobriété philosophique n'accepterait pas, ne pourrait pas inclure en elle. On pourrait penser, entre autres, à un moment de Walter Benjamin, lequel Agamben lit. Agamben est un lecteur de Walter Benjamin. Et dans l'ouverture de Rue à sens unique, il y a un texte, un fragment, je ne sais pas comment l'appeler, qui pourrait nous aider à penser cette situation. Je voudrais le lire. Je le lis dans la traduction de Anne Lange-Marx. Le texte, peut-être ce n'est pas bon de l'appeler fragment, cela implique beaucoup de choses, mais ce texte s'appelle Post d'essence. Et Walter Benjamin écrit alors:
la construction de la vie se trouve pour l'instant bien davantage sous l'emprise des faits que des convictions, et à la vérité des faits tels qu'ils ne sont presque jamais ni nulle part devenus le fondement des convictions. La véritable activité littéraire dans ces conditions ne saurait prétendre se dérouler dans un cadre littéraire. Plutôt, cela est-il l'expression usuelle de sa stérilité. L'efficace littéraire la plus significative ne peut résulter que d'une alternance rigoureuse entre l'action et l'écriture. Elle doit développer dans les tracts, brochures, articles de journaux et affiches les formes simples qui correspondent à son influence au sein de communautés agissantes, et ce mieux que le geste prétentieux et universel du livre. Seule cette langue prompte se montre efficacement à la hauteur de l'instant. Les opinions sont pour l'appareil géant de la vie sociale ce que l'huile est pour les machines. On ne se place pas devant une turbine pour l'inonder avec de l'huile de machine. On en injecte un peu dans les rivets et les joints dissimulés qu'il faut connaître. Peut-être que ce petit texte de Walter Benjamin, dans la traduction de Anne Marx, nous aide non pas à résoudre, mais du moins à essayer de problématiser l'usage de la poésie de la part d'un penseur. La véritable action littéraire ne peut pas alors se développer toujours par des livres. On pourrait se demander si la véritable action, l'activité philosophique, peut, dans toutes conditions, se développer seulement dans le cadre académique ou le cadre universitaire, dans notre cadre quelconque, ou si l'activité de la pensée à l'heure actuelle demande d'autres cadres, par exemple l'Internet. Donc, si on essaie de transposer cette inquiétude benjaminienne en rapport avec le poème de Giorgio Agamben et la situation actuelle, alors on pourrait se demander quelle est la construction de la vie aujourd'hui dans cette crise, dans sa relation à l'activité littéraire ou de la pensée, et comment cela se rapporte au rapport entre fait et conviction. Voyons. Notre vie est sous l'emprise des faits. Est-ce que c'est vrai cela aujourd'hui? Ou est-ce qu'elle est sous l'emprise des convictions? Ou les deux? Est-ce qu'il y a des faits qui empêchent certaines convictions? Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a certaines convictions qui empêchent de voir, d'interpréter certains faits? Donc la construction de la vie, par sens biologique, est sous l'emprise, selon ce que dit Benjamin, des faits, bien davantage sous l'emprise des faits que des convictions. Donc la question c'est sous quelle emprise est notre vie actuellement. Et des faits tels qu'ils ne sont presque jamais ni nulle part devenus le fondement de convictions. Donc est-ce qu'il y a des faits qui aujourd'hui peuvent venir des convictions, ou de fondement des convictions à venir, ou des convictions déjà actuelles, et vice-versa? Quelles sont les convictions en tant que fondement de notre vie qui empêchent ou n'empêchent pas la lecture de certains faits? Donc comment peut-elle se dérouler l'activité de la pensée aujourd'hui et de la littérature? Donc Benjamin parle d'une alternance entre action et écriture, d'une alternance entre écrire et agir. Donc ici, c'est peut-être un moment qui illumine un peu l'usage de la poésie de la part de Agamben, en quelque sorte, quand Benjamin parle de tracts, brochures, articles de journaux, affiches.
peut-être qu'aujourd'hui, à l'époque des communications de masse, la pensée ne peut pas agir seulement par les livres, par les essais de longue haleine. Peut-être qu'elle a besoin d'une langue prompte qui est à la hauteur de l'instant, à la hauteur de la circonstance, de ce moment-ci que nous sommes en train de vivre. Donc, quelle est la langue qui est à la hauteur de la circonstance aujourd'hui? Quel est le médium? Est-ce que l'Internet, par exemple, est aujourd'hui un médium à la hauteur des circonstances, à la hauteur de notre crise? Donc, est-ce qu'en quelque sorte, par l'Internet ou par des poèmes, on arrive à être plus percutant, en quelque sorte à huiler la machine par des opinions autrement que par des essais de longue haleine? Donc peut-être que qui se dédie à la pensée, qui se dédie à la philosophie, plus tard ou plus tôt, est obligé de s'interroger sur sa propre activité et le médium de sa propre activité, ou les médias au pluriel. Donc, quels sont les médias de la pensée et de la philosophie possibles, à part évidemment la langue? Et plus tard ou plus tôt, quand on pense, on est obligé de se demander qu'est-ce que penser, et quel est l'élément de rhétorique dans la philosophie, ou même de sophistique, c'est-à-dire penser, c'est toujours en même temps une activité langagière et par cela d'exposition, de présentation de la pensée de manière langagière. Donc il est toujours un élément de persuasion de soi-même et de l'autre. Et est-ce que la poésie, en quelque sorte, peut aider à cette persuasion? Et est-ce que cela voudrait dire une instrumentalisation de la poésie de la part de la pensée, de la philosophie? Est-ce que cela, ce recours à la Gamben, est simplement une espèce de propagande, disons, philosophique et ou politique de sa pensée? Peut-être qu'on n'arrivera pas tout de suite à résoudre la question, mais du moins essayons de dessiner les problèmes. Donc en quelque sorte, la poésie peut peut-être toucher à des aspects irrationnels de notre esprit, de notre vie, là où la déduction, l'induction, la rigueur logique de la philosophie ne peut pas toucher. Et si ce qui se passe est effectivement un sfacelo, une désagrégation, une décomposition, une ruine de notre expérience éthique, de notre expérience politique, un déclin, une agonie de l'Occident, de la culture, de la civilisation occidentale et de ses démocraties, alors dans un monde en ruine, y a-t-il encore une réalité? Dans un monde en ruine, y a-t-il encore une logique de la chute? Peut-être que la logique d'un monde, d'une culture en désagrégation est illogique. Et dans ce sens-là, la poésie, la littérature pourrait saisir cette irrationalité autrement que la pensée plus strictement logique. En quelque sorte, la littérature, la poésie pourrait répondre à quelque chose que non seulement la science ne peut plus répondre, n'est plus de son domaine, mais aussi la philosophie en quelque sorte. Est-ce qu'il y a un domaine spécifique de la philosophie, un domaine spécifique de l'art ou de la poésie ou du roman dont la philosophie ne peut pas s'occuper philosophiquement? De la même manière qu'il y a des questions philosophiques dont la science ne peut pas s'occuper scientifiquement, peut-être qu'il y a des questions existentielles, poétiques, dont la philosophie ne peut pas s'occuper philosophiquement.
la discussion est ouverte en quelque sorte. Donc le faire de la poétique, le faire poétique, le faire de la poésie pourrait être en faire, en produire, en fabriquer, qui est une connaissance, qui est un savoir différent de la contemplation et de l'agir, peut-être. Dans son œuvre d'il y a quelques décennies, L'homme sans contenu, Agamben, en parlant de la structure originaire de l'œuvre d'art, il parle de époquée et de rythme. En quelque sorte, il y a dans le rythme de l'œuvre d'art en même temps une suspension, un arrêt, une époque, un arrêt, une suspension. Donc en quelque sorte, l'œuvre d'art, ou peut-être qu'à l'époque, Agamben pense à l'architecture, mais aussi à la poésie, nous oblige à une attention à la césure et au rythme, à cette oscillation, à cette alternance entre des choses qui sont bien liées continuellement et les discontinuités dans la parole, dans la pensée, dans notre vie. En quelque sorte, l'œuvre d'art, par là, ouvre la conscience à la temporalité. Dans la mesure où la conscience est elle-même temporalité, alors l'œuvre d'art ouvre la conscience à elle-même. Il y a une espèce de prise de conscience de la conscience par cette tension entre arrêt et rythme, entre rythme et césure. En quelque sorte, la poésie nous éduque non seulement à la diction, mais en nous éduquant à la diction et à la pause, à l'intervalle du silence, nous éduque à cette espèce de suspension contemplative à l'intérieur même du faire. Peut-être que c'est par là qu'on pourrait lire et interpréter ce recours poétique ce recours poétique de la part d'un philosophe. C'est intriguant. Peut-être qu'on ne connaîtra pas la réponse tout de suite, mais cela n'est pas moins provocateur. En quelque sorte, dans cette liste de concepts clés, santé, amour, liberté, médecine, Dieu, raison, etc., George Agamben arrive dans cette succession poétique, on arrive peut-être à une figure de la simultanéité. Peut-être que c'est là un des mérites du recours à un poème, aussi simple soit-il, aussi naïf puisse-t-il sonner. Cette liste, cette apparence de liste peut résister à la dispersion de nos vies, comme une espèce de condensation, de concentré. Donc, peut-être qu'il y a là quelque chose de cet ordre-ci, de résister à la succession qui ne s'arrête pas. Le poème nous oblige à l'intervalle. L'œuvre d'art nous oblige à une espèce de Shabbat où nous interrompons toute forme de travail. Peut-être. La question reste, les questions restent. Peut-être qu'on peut trouver aussi quelques réponses. En tout cas, poésie en temps de pandémie, oui. Donc je laisse l'invitation ou la provocation à lire, à relire les poèmes de Giorgio Agamben et pas seulement de Giorgio Agamben, lequel n'a peut-être pas des prétentions démesurées à devenir, disons, Shakespeare ou Dante, mais il n'est pas moins important de lire aujourd'hui, d'étudier, de dire des poèmes
comme une sorte de résistance, l'œuvre d'art comme une résistance à ce langage médiatique, à cette rhétorique médicale, à cette rhétorique politique euh, qui est en train d'inonder nos consciences comme un bruit infernal. Donc peut-être que aujourd'hui on peut rester à cette invitation et l'exercice est toujours celui de une fois qu'on a pensé à un poème, on a essayé de l'analyser, le reprendre, euh, le lire à haute voix, le partager avec les amis, le lire avec les amis à haute voix. Peut-être que cela a un effet dans notre vie qui est aussi un effet éthique et politique à une époque de ruine de nos vies morales ou éthiques et politiques.